Bonjour, donc comme vous avez pu voir, on va parler aujourd'hui des entrées en bourse, qui a été pendant longtemps la voie royale de sortie des startups, parce qu'on fait une startup, elle croît, elle croît, elle croît, et au bout du chemin, souvent, il y a l'entrée en bourse. Mais depuis 2022, l'écosystème du financement a ralenti, et peut-être qu'on va commencer à parler de ça. Et en même temps, il y a eu des entrées en bourse un peu ratées, alors ratées, mitigées, on peut peut-être en discuter. Qu'est-ce qui a changé depuis 2022 dans l'écosystème du financement, et notamment des scale-ups, ces grandes startups, Charlotte? Depuis 2020, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu une explosion du marché sur le financement des startups en 2021-2022, où les montants étaient inégalés. Et c'est vrai que cette euphorie s'est beaucoup calmée depuis. Ça s'explique par plusieurs raisons. Il y a eu bien sûr la hausse des taux d'intérêt qui a fait que l'investissement VC devenait moins intéressant par rapport à d'autres types d'investissements. Il y a eu le retrait de tous ces hedge funds, qui est assez lié à ça d'ailleurs, qui étaient Tiger, Coatue, Dragonir par exemple, qui avaient beaucoup participé à la bulle qui s'était développée. Donc effectivement, il y a moins d'euphorie, mais il y a toujours aussi aujourd'hui beaucoup de fonds qui souhaitent investir dans la tech. Il y a encore beaucoup de dry powder. Et voilà, simplement les attentes des investisseurs sont aujourd'hui très rationnelles, très orientées vers les métriques, vers l'efficience. Et les levées de fonds peuvent prendre un peu plus de temps pour se réaliser. On ne reçoit plus 20 term sheets en une semaine, comme ça pouvait être le cas en 2022. Quoi. Frédéric, je vais me tourner vers vous. Vous avez justement réussi une méga levée, 500 millions l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez, quels ont été vos échanges avec les investisseurs et comment vous les avez-vous convaincus? Bon, d'abord, merci de m'inviter. Alors, donc, je me présente donc Frédéric Trinel, cofondateur et co-CEO d'Ecovadis. Donc, Ecovadis, on évalue la performance développement durable des sociétés un peu partout dans le monde. Donc, on est la 27e licorne de France. On a à peu près 125 000 clients. Dans le 185 pays, on en signe 2300 par mois en plus. Et vous imaginez que quand on a ce type de croissance, on ne la finance pas en autofinancement. Donc effectivement des levées de fonds importantes, c'est notre série D. On a levé en tout 800 millions et ce qui a séduit les investisseurs, c'est bien évidemment la perspective de développement de la société qui est depuis le début très internationale et bien sûr le chemin qui pourra peut-être nous emmener un jour sur les marchés. On n'a aucun engagement vis-à-vis de qui que ce soit dans ce sens, mais c'est une option absolument crédible et qui serait bénéficiaire pour la société. Vincent, quand je vous ai parlé du ralentissement des entrées en bourse, vous m'avez donné au contraire des exemples de parcours réussis. Alors qui c'est qui réussit aujourd'hui à entrer en bourse? Alors effectivement, comme l'a dit Charlotte, depuis 2 ans, on a un ralentissement assez net, notamment pour ces sociétés licornes en fait, sur le marché en IPO. Mais effectivement, je pense que c'est intéressant de prendre un tout petit peu de recul sur le marché des sociétés cotées de la tech notamment. Il y a en France plus de 500 sociétés cotées PME ETI. Il y a une initiative également d'Euronext de regrouper les plus belles sociétés de la tech sous l'indice Euronext Tech Leader. Il y a 120 sociétés qui sont cotées et il y a effectivement de très beaux parcours. J'ai la chance d'intervenir sur ces marchés maintenant depuis 20 ans. Quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de conseiller une société qui intervient en fait dans l'analyse, un laboratoire d'analyse qui est issu de la technologie du CHU de Nantes. La société s'appelle Eurofins. Donc c'était à l'époque du nouveau marché. On a introduit cette société. La société faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 20 ans plus tard, la société a rejoint le CAC 40. Donc on voit qu'il y a énormément en fait de parcours et de ce type de parcours, on pourra en citer d'autres. Si on regarde les 120 premières capitalisations aujourd'hui cotées à la Bourse de Paris, quand on regarde quelle était la taille à laquelle ils sont rentrés en fait sur le marché, le quart d'entre elles en fait sont rentrées avec une valorisation inférieure à 150 millions d'euros. La moitié d'entre elles est rentrée avec une valorisation inférieure à 500 millions d'euros. Donc on voit bien qu'en fait, il y a également une place pour ces sociétés entre 100 et 1 milliard. Faut leur laisser du temps et peut-être pour citer un exemple de ces 120 premières sociétés capitalisées
à Paris. On pourrait citer le parcours de la société Vision Group, anciennement SES Imagota. Vous savez, c'est les étiquettes électroniques qui vous donnent les prix en temps réel dans vos magasins. C'est un très beau parcours introduit en 2006 et aujourd'hui, plusieurs milliards de capitalisation et dans les 120 premières sociétés cotées à Paris. Donc il y a une place. Je pense qu'effectivement, il faut un peu dézoomer sur les IPO des dernières années. On le voit, il y a eu le marché est grippé, mais il y a aussi des opérations une fois que les sociétés sont cotées. Et pour citer Vision Group, on a pu conseiller la société sur un reclassement de 160 millions d'euros il y a 2 ans. Ça s'est fait entre la clôture le soir et l'ouverture le lendemain matin. Donc on voit que le marché peut jouer son rôle. Paul, vous avez commencé par adresser l'écosystème, les premiers et les bases du financement, et là vous commencez à vous diriger vous vous penchez sur ces questions de scale-up. Oui, il faut, parce que c'est à tous les étages qu'il faut du financement. Notre pyramide de financement, elle est 2 fois plus petite que celle au Royaume-Uni, mais à tous les étages. Donc il faut travailler en early, il faut travailler en grosse, et il faut qu'on aille jusqu'aux IPO. Je reviens sur ce que vous disiez juste avant, c'est qu'on a eu crise en Ukraine, crise énergétique, inflation, ça génère une hausse extrêmement forte des taux de la BCE, sauf que maintenant l'inflation, on l'a fait baisser. Et donc, on attend que les taux de la BCE rebaissent. Et j'espère qu'ils rebaisseront avec autant de vigueur qu'ils ont été augmentés maintenant que l'inflation est revenue dans des eaux raisonnables. Et ça, il faut que ça arrive vite parce qu'on a besoin de cette bouffée d'air au global. Et je pense, sans faire tenir de propos électoraux, parce qu'on est en campagne électorale dans le cadre des élections européennes, mais il faut qu'on se pose la question des objectifs qu'on donne à la BCE, parce que je trouve difficile, à titre personnel, qu'on ait des objectifs très focalisés sur l'inflation, avec une Fed qui, elle, est sur un modèle de mettre l'économie américaine à pleine puissance. Moi, je pense que si on veut innover, être plus riche et protéger nos concitoyens européens, il faut qu'on mette l'économie européenne à pleine puissance. Très intéressant. Pour revenir aux questions de l'introduction en bourse, Charlotte, au sein du pôle Large Venture, vous avez un premier programme d'accompagnement des scale-up vers la bourse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors déjà, le fonds Large Venture, c'est un fonds qui est dédié du coup aux sociétés qui ont fait des séries B, C suivantes. Donc on a on a 70 sociétés dans notre portefeuille, on a 11 licornes. Donc pour nous, l'enjeu des IPO, pour les sociétés qui sont valorisées plus d'un milliard, on le sait que le M&A, c'est quand même assez rare. Donc l'enjeu pour nous de créer des IPO en Europe, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça qu'on travaille dessus. On a notamment créé, chez BPI France, on gère le club des Cornerstone Investors pour essayer de créer des ponts entre les sociétés tech qui ont vocation à s'introduire en bourse dans les 2-3 prochaines années et l'écosystème des fonds qui ont l'habitude d'investir soit en crossover, soit sur le marché directement. Parce que c'est 2 mondes Vous pouvez dire en crossover, peut-être. Pardon, les fonds qui ont l'habitude d'investir juste avant l'IPO. Parce que c'est 2 mondes qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de cohabiter. Je pense que le marché français boursier n'est pas encore suffisamment éduqué aux sociétés tech françaises. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus. D'accord. Frédéric, ce que vient de dire Charlotte fait écho à ce que vous m'avez dit. Donc comme vous avez dit, vous ne vous engagez pas à faire une IPO, mais vous vous y préparez. Comment on se prépare aujourd'hui pour une IPO ? Donc déjà, rien que le fait de se préparer pour une entreprise, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est des programmes d'IPO readiness, ça vous permet de professionnaliser certains départements dans l'organisation et d'avancer vers en fait une organisation qui est vraiment compatible avec cette ambition. Voilà. Donc pour nous, l'ambitionner une IPO, c'est principalement pour l'image, la marque. En fait, EcoVadis est devenu un standard international. Renforcer ce standard avec une crédibilité qui serait supportée par une IPO, voilà, ça serait extrêmement bien pour la boîte. On a aussi évidemment une responsabilité vis-à-vis de nos investisseurs. On parle de financement. Pour que les boîtes se fassent financer, il faut qu'elles soient successful, mais il faut qu'aussi les investisseurs soient successful. Donc de leur donner des opportunités de tirer de la liquidité de la valeur qu'on crée. Et l'IPO est un excellent moyen de le faire. Évidemment,
pour les employés, pour attirer les meilleurs talents, d'avoir une société cotée, ça donne beaucoup plus d'aspects concrets au stock option et de rémunérer donc cette personne. Et puis, quand on fait de la croissance qui n'est pas uniquement de la croissance organique, on peut imaginer que grâce à l'IPO, on a une espèce de monnaie d'échange qui est vraiment concrète, avec laquelle on peut aller voir des entreprises qui nous intéressent et puis faire une partie du deal en cash et une partie à l'IPO. Et puis, tout le respect que je dois avec mes board members, c'est vrai que quand on est en IPO, on a vraiment le choix des personnes qui vont participer au board, puisqu'on n'a aucune obligation d'avoir un de nos investisseurs. Bon, on a de la chance, ils sont tous super, hein, mais quand même, parfois, c'est bien d'avoir des experts en plus des comités scientifiques qui nous accompagnent tout au long de la vie de l'entreprise. Merci. Vincent aussi, pareil, quand on a préparé la table ronde, vous m'avez parlé des différences sectorielles pour les entrées en bourse. Alors c'est vrai qu'avec Ecovadis, on a un exemple d'une plateforme digitale qui entre en bourse, On n'est pas encore. Oui, excusez-moi. On n'est pas encore. Qui On va s'y peut-être pas y aller prépare, ce qui est relativement rare. Et vous m'avez fait remarquer que dans l'écosystème de la tech, il y a peut-être d'autres secteurs qui aujourd'hui ont plus de potentiel pour entrer en bourse. Non, mais effectivement, tout à l'heure je parlais en fait de ce compartiment d'Euronext Tech Leader. En fait, c'est pas uniquement le digital, mais c'est également la clean tech. On a eu énormément en fait d'entreprises qui sont venues lever de l'argent ces dernières années sur le financement des énergies nouvelles. On parle également de la biotech, qui est un secteur santé qui est impliqué depuis maintenant plusieurs décennies en bourse, même si c'est probablement ce secteur-là qui a eu le plus de mal ces dernières années à lever de l'argent, mais il est présent. Voilà un peu ce que j'ai pu vous dire, mais peut-être en rebond sur ce que vient d'être dit sur l'intérêt de la cotation. Il y a également l'indépendance, ça a été dit un peu sur la gestion du board member. Au-delà du financement, il y a effectivement ce que offre l'introduction en bourse, c'est le fait de ne plus avoir de pacte d'actionnaires, et ça c'est particulièrement important, et je pense que c'est important de le souligner. Excusez-moi. Paul, vous avez dit, quand on se pose la question des entrées en bourse, il y a aussi la question de est-ce qu'on va en Europe ou est-ce qu'on va aux États-Unis. Vous poussez pour que les entreprises, qu'on garde nos entreprises en Europe. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour qu'elles ne se dirigent pas automatiquement vers Euronext ? Oui, c'est évidemment un bon point. On a besoin de souveraineté technologique et donc c'est très bien que nos entreprises soient financées par de l'argent non européen, mais c'est encore mieux quand elles sont majoritairement financées par de l'argent européen. Ça donne plus de garanties que, l'emploi reste en Europe, deux, que les technologies qui sont développées soient développées en cohérence avec les valeurs européennes, et puis le jour où ça va continuer à se compliquer dans le monde, ça va quand même nous aider d'avoir des champions technologiques. Je pense au contexte actuel. C'est dans quelques mois peut-être les Américains qui vont réélire Donald Trump, qui par exemple remet en cause les traités de l'OTAN, ou c'est la Chine qui soutient la Russie, qui agresse l'Ukraine. Donc c'est un monde où on a encore plus besoin d'Europe que jamais. Et donc il faut qu'on arrive à développer des places financières européennes et la place financière de Paris. On peut se féliciter d'une étape qui a été passée, évidemment c'est sur un indicateur, mais la Bourse de Paris en capitalisation est passée numéro 1 en Europe devant Londres. Alors ça n'est qu'un indicateur évidemment, il y en a d'autres, il y en a plusieurs autres sur lesquels on n'est pas premier, mais c'est très différent aujourd'hui de la situation dans laquelle on était avant le Brexit. Et donc, je pense qu'à Paris, on est en train de gagner cette bataille de qui va être la première place financière en Europe. Mais voilà, ça c'est Paris pour nous, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit l'Europe qui soit en capacité. Et donc, il faut qu'il y ait plus de capitaux, il faut qu'il y ait plus d'argent, il faut qu'on soit mieux structuré, il faut qu'on soit mieux organisé. Et donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Le président de la République a annoncé une loi qu'on va étudier dans quelques semaines à l'Assemblée nationale sur l'attractivité financière de la place de Paris, où on va essayer d'améliorer les choses. C'est des changements très techniques, mais c'est par exemple les droits de vote multiples pour permettre aux cofondateurs, cofondatrices de garder le contrôle, même en cas d'IPO. Ça, c'est quelque chose qui est possible à Londres, qui n'est pas possible aujourd'hui à Paris. C'est par exemple permettre au FCPR
d'aller investir dans des entreprises cotées jusqu'à 500 millions d'euros de capitalisation boursière. Aujourd'hui, c'est capé à 150 millions. C'est la simplification des augmentations de capital. Voilà, beaucoup de choses très techniques, mais pour rendre la place plus attractive. Ça, c'est pour Paris, mais il faut le faire pour l'Europe entière. Frédéric, justement, vous êtes peut-être en train de vous poser ces questions entre l'Europe, les États-Unis. Comment est-ce que vous faites ce calcul-là? Oui, alors c'est pas tout à fait comparable. Certes, c'est un stock market comme les autres. Simplement, il y a des attributs qui sont très différents. Sur les États-Unis, ça va pas pour tout le monde. Il y a certaines sociétés qui pourront être très successful sur une IPO aux US. Il y en a d'autres pour qui ça sera beaucoup plus difficile. Déjà, il y a un sujet de taille. Vincent parlait de la taille des sociétés qui partaient en bourse dès 150 millions de valo ou 500 millions de valo. Aux États-Unis, vous n'êtes complètement invisible à ce niveau de valorisation. Donc déjà, il y a un sujet de taille. Ensuite, à qui profitent les IPO? Évidemment, il faut qu'il y ait de la liquidité et de la profondeur. Alors évidemment, il y a aussi quelques sociétés aux États-Unis qui concentrent cette liquidité américaine qui fait pas mal rêver. Mais c'est vrai que pour certaines sociétés, c'est un point important, en tout cas pour leurs investisseurs, c'est très important. Et comme vous le savez, les US, c'est immense. C'est un marché immense qui se partage 2 places de marché, dont une seule sur la tech, vraiment, on va dire, je simplifie, mais le Nasdaq. Et vous avez des petits porteurs, des institutionnels qui sont tous en train de se focuser sur ces 2 places. En Europe, il y a un éclatement des marchés qui... enfin, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je me dirais que s'il n'y avait qu'une seule place, ça serait bien pour tout le monde, parce qu'au moins, ça garantirait un certain niveau de liquidité. Voilà. Après... il y a d'autres contraintes. Les US, les liability, la responsabilité légale, sont beaucoup plus fortes. Et puis, il faut être international quand même. Il faut être d'une certaine taille, et probablement avoir un épicentre qui va naturellement se diriger vers les US. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je dis simplement qu'il y a certains attributs de chaque place qui va être plus adaptés en fonction de la société. Vincent? Oui, effectivement, peut-être partager avec vous une évolution, on l'a dit, déjà Euronext, on voit, ces dernières années, a fait beaucoup de croissance externe, que ce soit en Italie, Oslo. Donc on voit qu'il est en train de se constituer un marché, en tout cas, qui va bien au-delà de seul Euronext Paris. Et puis également faire partager notre expérience sur la manière de réaliser des introductions en bourse. Le digital et la capacité de rencontrer les investisseurs au travers de conférences visio web a complètement changé en fait la donne pour nous, puisque désormais on peut beaucoup plus facilement adresser des fonds européens, Europe du Nord, il y a un très beau bassin, notamment dans tout ce qui est l'investissement transition énergétique, en Angleterre, en Allemagne et même en Europe du Sud, ce qui fait que dans nos opérations, on a très souvent plus de la moitié en fait de l'argent qui est placé auprès de ces fonds-là, et la capacité qu'on a eue grâce au digital et grâce au webinaire a complètement changé et a permis en fait d'aller chercher ces investisseurs qui avant en fait on avait beaucoup plus de mal à y aller, ne serait-ce que matériellement, le temps physique d'aller les rencontrer, cette barrière est tombée. Charlotte, vous, dans les entreprises dans lesquelles vous avez investi, comment ça se pose cette question-là? Est-ce que la question de l'entrée en bourse est systématique ou est-ce que finalement... Pas systématique, il y a je pense qu'on se la pose à partir du moment où la société atteint une certaine taille. On est quand même conscient qu'il faut que la société soit quand même assez mature pour pouvoir entrer en bourse. Il faut qu'elle ait un business model, je pense, qui soit pérenne, qu'elle ait une certaine prévisibilité des flux. Et je pense que le break-even soit atteint aussi. Donc voilà, donc, toutes nos sociétés, certaines sont encore assez early stage, on ne se pose pas la question. Mais effectivement, pour les sociétés les plus matures, on se la pose, on commence à s'y préparer. C'est des process de préparation qui prennent des années. Il faut avoir la bonne équipe, il y a beaucoup de reporting, de mécanismes à mettre en place. Et ensuite, sur la place de marché, on va voir laquelle est la plus adaptée à la société. Certaines sociétés qui sont présentes uniquement en Europe, aller aux US, ça ne fait pas forcément de sens. Pour d'autres, si l'essentiel de leur activité est aux US, là, ça peut faire plus de sens. Donc, on a une approche assez pragmatique, tout en préférant bien sûr que ce soit là, en France. Frédéric, vous avez beaucoup parlé de fenêtre d'opportunité. Qu'est-ce qu'on fait si cette fenêtre d'opportunité tarde à s'ouvrir? On se prépare, on est patient, on attend que ça s'ouvre. Oui, effectivement, ça c'est un facteur exogène. Mais finalement, nous, on est très contents parce qu'entre-temps, ça nous permet de grossir.
Mais c'est vrai que tout est cyclique et sur la bourse, alors là, on voit vraiment comment ces fenêtres s'ouvrent et se ferment régulièrement. Donc l'important, c'est d'être prêt, d'être bien prêt. Comme disait Charlotte, on a des impératifs. Alors nous, à notre niveau, notre petite société, on est passé de monoproduit à multiproduit, par exemple, qui a perturber notre capacité à prévoir le flux de revenus à venir. Donc c'est quelque chose sur quoi on travaille et on sait qu'on n'ira pas en bourse tant qu'on ne sera pas complètement prêt sur un certain nombre de sujets, dont celui-ci. Voilà. Paul, vous avez beaucoup parlé du coup des mesures qu'on pourrait faire, donc des mesures plutôt techniques. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui aujourd'hui n'investissent pas, que vous espérez mobiliser? Je sais que vous avez mentionné un peu peut-être le corporate venture, qu'on peut voir un peu plus en Allemagne. Oui, bien sûr, ça, on en a besoin. Il y en a beaucoup aux États-Unis, on en a un peu moins en France. On a sur 300 groupes, 40 groupes qui ont des corporate, des CVC, des fonds de corporate venture. Et si on en avait plus, on pourrait aller chercher quelques milliards d'euros supplémentaires. Ce qui peut faire des investissements, ce qui peut faire des exits aussi. Et c'est un écosystème. Il faut qu'on arrive à se mettre tous ensemble. Je pense que tu cites les corporates pour dire ça, pour revenir aux IPO et faire le lien. On a tous intérêt à ce que quand la fenêtre va se réouvrir, et j'espère qu'on va repartir sur une bonne dynamique, que les taux de la Banque centrale vont baisser, que les levées vont se remettre à progresser, que la fenêtre des IPO va se réouvrir. Ça, moi, je suis un éternel optimiste, donc on espère que c'est ça la perspective à 1-2 ans. Mais il va falloir qu'on soit très tactique et très collectif. C'est-à-dire qu'il va falloir presque collectivement qu'on choisisse les IPO, les 2-3 premières, pour qu'elles se passent bien, que ce soit les boîtes les plus robustes qui y aillent, parce que ça dépendra des premières IPO, dépendra la capacité de continuer sur une belle fenêtre ouverte et embarquer toute la French Tech derrière. Si les 2-3 premières se plantent, je crains que voilà, on considère que ce soit un courant d'air et hop, on referme la fenêtre. Donc il va falloir qu'on soit tactique et collectif. Merci. Frédéric, peut-être ce serait pour vous, du coup, ouvrir la voie. Ouvrir la voie. Alors, encore une fois, on n'est pas tout à fait prêt. Je me demande si on va pouvoir prendre cette fenêtre ou celle d'après. Mais très franchement, on est sur un projet très long terme. On n'a pas d'urgence. La société grossit quasiment de 40% tous les ans. Donc pour nous, c'est vraiment une question de est-ce qu'on est prêt et est-ce que ça a du sens par rapport à la société. Et on a une entreprise à mission. Et pour notre purpose. Donc, est-ce que tout ça est cohérent? Et c'est une des options, mais encore une fois, c'est pas la seule. Voilà. Un horizon, mais pas le seul. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.